Comme si les milliers de soldats nord-coréens déployés à la frontière avec l'Ukraine ne suffisaient pas, Kadyrov, le président tchétchène allié de Vladimir Poutine, vient d'annoncer l'envoi de 84 000 soldats sur le front à l'heure où la Russie progresse déjà à une vitesse inédite dans le Donbass pour le plus grand désarroi de Volodymyr Zelensky qui s'alarme de l'absence de réaction des alliés. Une erreur pour le général Yakovlev qui affirme sur LCI que la vraie cible de Poutine à travers l'Ukraine, c'est nous. Peut-on arrêter Poutine et ses alliés? C'est le thème du grand dossier ce soir. Il le faut, c'est ce que dit le président ukrainien qui s'attend à voir débarquer d'autres bataillons nord-coréens dans les prochains jours si les alliés ne bougent pas. Poutine перевіряє реакцію Заходу. Aujourd'hui, Poutine est comme un sapeur sur un champ de mines. Південної Кореї. І я Il вважаю, teste ce qu'il se passera s'il utilise ce contingent militaire et s'il n'y a pas de réponse de l'Occident. Et je pense que la réaction à ce qu'il se passe est rien, est zéro. Alors, le nombre de troupes nord-coréennes sur notre sol augmentera. збільшена кількість військових Кореї на нашій землі. L'avertissement est lancé. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons ce soir dans le grand dossier le général Dominique Delord. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef du centre opérationnel interarmé, auteur de 2031, Les batailles de la présidente aux éditions Le Sémaphore. Accueillons également Jean-François Boutor. Bonsoir. Vous êtes essayiste, grand spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po, auteur du blog politique international Tenzer Stratégie, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Et Nadezhda Kutepova, bonsoir, vous êtes réfugiée politique russe, membre de l'association Russie Liberté. Un triptyque pour commencer. Poutine, Kim Jong-un et Kadyrov maintenant qui annonce envoyer du renfort sur le front de la guerre en Ukraine. On va voir ces trois visages, général. Est-ce qu'on peut les arrêter ? Oui, moi je suis persuadé qu'on peut les arrêter, mais c'est cependant une menace très importante, parce que on voit arriver les premières troupes nord-coréennes, et Kadyrov annonce l'envoi de force. On va voir lesquelles. Est-ce que ça sera 80 000 ou est-ce que ce sera 10 000 ? En plus, on ne connaît pas véritablement la valeur des troupes de Kadyrov dans un conflit un peu classique de ce genre-là. Donc, oui, moi je considère qu'ils sont tout à fait arrêtables, sous réserve que les Européens fassent les efforts suffisants, ce qui ne semble pas encore avoir été commencé. C'est ça, Jean-François Boutor, ce que dit Volodymyr Zelensky. Là, la menace, elle est là, et l'OTAN, zéro. Oui, la question qui est posée, mais c'est une question qui est posée depuis le début de la guerre, c'est que, d'une certaine manière, les Occidentaux, et en particulier les Européens, à l'exception de ceux qui sont, j'allais dire, sur le front de l'Est, c'est-à-dire les Polonais, les Tchèques, etc., ne veulent pas voir ce dont ils ont peur, en réalité. Je pense que nos dirigeants sont bien conscients des dangers, mais que d'une certaine manière, ce danger est trop effrayant pour qu'on le voie. Et je pense que c'est exactement là qu'on en est. Et à chaque fois que on a monté d'un cran, on a tardé à suivre, à répondre. Et là c'est pareil. C'est tout à fait impressionnant puisqu'on a une véritable internationalisation du conflit, avec des soldats d'un pays étranger qui viennent se mêler. Ils vont au minimum soulager les troupes russes, qui sont. On sait qu'il y a à peu près, il y a un déficit en ce moment de troupes russes pour une part, aussi du côté ukrainien, mais pour les Russes, il y a un déficit de troupes, et donc ça va permettre de soulager les Russes pour être plus présents sur la phase offensive directement dans le Donbass. Il faut quand même penser que l'opération de Koursk a finalement amené à peu près 50 000 hommes russes pour reprendre le territoire. Ces 50 000 hommes-là ne sont pas sur le reste de la ligne de front au moment où Moscou a décidé, depuis plusieurs mois, de faire une poussée importante, quitte à perdre beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel. Et donc l'arrivée des soldats, des troupes nord-coréennes, va rendre plus efficace cette stratégie russe. C'est ça le problème. Et nous ne faisons rien pour contrer ça, pour l'instant. Nicolas Tenzer, vous qui êtes toujours le défenseur d'une réaction assez offensive de l'Occident,
Comment vous regardez ce qui se passe? On sait que le Kim Jong-un envoie des obus, il envoie des fusils, il envoie des mortiers, il envoie ses missiles. Kadyrov va sûrement envoyer ses hommes demain en renfort. Et pendant ce temps-là, l'OTAN? C'est la conséquence, effectivement, de notre inaction passée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre inaction, non seulement a coûté des dizaines de milliers de vies aux Ukrainiens, ce qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est quand même des vies humaines. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, l'absence d'action, notamment des États-Unis, soyons clairs, oui. Mais aussi quand même d'une partie des Européens, de l'Allemagne, etc., ça a coûté des vies. C'est-à-dire qu'on a des vies que nous aurions pu sauver et qui devraient hanter les nuits à venir jusqu'au dernier moment quand même un certain nombre de responsables politiques. Mais ça a également, et je crois que ça aussi il faut le dire, ça a finalement diminué notre sécurité. Parce qu'en n'intervenant qu'à moitié, regardez ce qu'a dit d'ailleurs le président Zelensky il y a quelques jours encore, il disait 10% seulement de l'aide votée par le Congrès, enfin débloquée au début de 2024, est arrivée véritablement en Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Là, aujourd'hui, les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet de 460 millions de dollars. Ça représente 2 F-35. Donc, c'est quasiment rien. Je veux dire, et donc, du coup, qu'est-ce que se disent Poutine et évidemment ses alliés? Nous pouvons y aller, nous avons le champ libre. Et donc là, on s'aperçoit que la menace est évidemment gravissime, non seulement, bien sûr, pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble des pays européens et au-delà. Parce que, je veux dire, si vous avez une Corée du Nord beaucoup plus forte, ça donne également de très bons signaux, si j'ose dire, à la Chine, qui va se dire, vous voyez, finalement, pourquoi nous aussi, nous ne pourrions pas aller plus loin? Les Coréens du Nord, comme l'a dit le président Zelensky, vont pouvoir évidemment aller encore en plus grand nombre, tester aussi leur armée, faire en quelque sorte de l'entraînement opérationnel réel sur le terrain. Et donc, c'est l'Occident dans son ensemble, enfin les démocraties, je devrais dire plutôt que l'Occident, parce que c'est aussi une partie des pays d'Asie aussi, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, qui vont se trouver de plus en plus menacés par cette inaction. Et là, on est évidemment quelques jours de l'élection présidentielle. On a l'impression qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans une forme d'attentisme dramatique. Nadezhda Kutepova, faut-il craindre le renfort de Kadyrov, qui parle de 84 000 hommes? On ne sait pas si ce sera la réalité sur le front, mais il affirme que la Tchétchénie a accompli toutes les tâches fixées par le Kremlin pour éviter la mobilisation, parce que ces hommes empêcheraient Poutine d'envoyer d'autres Russes sur le front, et ces soldats se seraient engagés volontairement. Je pense que Kadyrov joue sa propre jeu. Ça peut être la vérité, mais ça peut être aussi, si vous voulez, un moyen de soutenir la position de Poutine, parce que beaucoup des experts russes, des politologues, pensent que Kadyrov préfère avoir cette armée à côté de lui. Parce que cette feu qui a été au fin de l'année 99 n'est pas encore agacé. Il y a toujours les conflits entre des Russes et des Tchétchènes à l'intérieur de la Russie. En plus, comme je regarde cette image de 3 têtes que vous avez montrée sur l'écran, on peut les revoir. Ça me pose 2 images. Tout d'abord, dans la mythologie russe, il y a le dragon avec 3 têtes. Il faut le couper, ces 3 têtes. Mais en même temps, poser Kadyrov à côté de Poutine, ça peut humilier Poutine. Parce que hiérarchiquement, Kadyrov doit être plus bas que Poutine. Parce que normalement, le chef, c'est Poutine. Et s'il voit sa tête avec la tête de Kadyrov, ça pose un problème à Poutine et aussi aux dirigeants qui toujours sentent ce conflit entre des Tchétchènes et des Russes, qui n'a pas disparu avec cette guerre. Mais il y a un autre moyen d'arrêter Poutine que soutenir l'Ukraine. Je dirais que l'Ukraine aujourd'hui se martyrisait devant le monde entier pour donner les vies de ces gens, pour défendre l'Europe. Je suis totalement d'accord avec vous que l'Ukraine aujourd'hui défend l'Europe. Peut-être ce semble les gros mots, non, ce semble comme grand mot qui est hors de la réalité. Mais non, si on n'arrête pas Poutine à l'Ukraine, il va continuer. Et il est bien renforcé par Corée du Nord et par Kadyrov. Et il faut soutenir l'Ukraine. Il n'y a pas une autre baguette magique. Si vous permettez juste un tout petit point dans la suite de ce que vous venez de dire, il faut rappeler toujours que la Tchétchénie
est une partie de la Fédération de Russie. Exactement. Oui, bien sûr. Voilà, ce n'est pas un État autonome. Enfin, je le dis pour nos téléspectateurs. Vous avez raison de le rappeler. C'est important de bien le voir. Nous sommes en direct de Kharkiv en Ukraine, hein, Kharkiv qui est bombardé régulièrement par les Russes avec Tetiana Ogarkova. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste ukrainienne, responsable du département international de l'Ukraine Crisis Center. On a la chance de vous avoir, que la connexion fonctionne parce qu'à cause des bombardements, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous dites ce soir quand vous voyez que Poutine a auprès de lui la Corée du Nord et Kadyrov qui annonce renforcer son aide militaire à la Russie? On voit que la Russie n'arrête pas d'accumuler des forces, des effectifs, de ressources et des alliés. Contrairement à l'Ukraine, nous voyons déjà la Corée du Nord, les soldats, donc quelques milliers de soldats de Corée du Nord qui s'accumulent près de la frontière ukrainienne, selon le renseignement ukrainien, mais c'était confirmé aussi par Pentagone, donc c'est une information fiable. On voit les annonces aujourd'hui de Kadyrov, et donc on voit malheureusement que le mois de septembre-octobre étaient des mois records où la Russie avait malheureusement réussi à progresser petit à petit, à prendre un nombre de mètres carrés du village transformé en ruine à l'est de l'Ukraine, où nous nous dirigeons d'ailleurs demain, dans la région de Donetsk. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution magique comment les faire arrêter. Le temps, en fait, est très précieux, en fait, parce que après pas mal de défaites du point de vue stratégique en Ukraine, on voit que à force de persévérer, l'armée russe continue à avancer en grignotant chaque jour quelques kilomètres carrés, et donc ça affaiblit visiblement la position de l'Ukraine, et donc pour l'instant il n'y a pas de on voit pas comme on dit la lumière à la fin du tunnel. Il faudrait renforcer la défense ukrainienne. Il y a bien sûr c'est un dossier compliqué, mais pour l'instant on voit que la Russie profite des retards que l'Ukraine a connus avec les armements, avec l'envoi des armements, avec pas mal de décisions, et donc le temps qu'on décide des choses, et il y a déjà des alliés du côté de la Russie, notamment avec Corée du Nord. On nous aurait dit il y a 2 ans que les Ukrainiens vont faire face aux Russes dans la région de Koursk et vont faire face aux soldats de Corée du Nord. Oui. C'est de science-fiction. Aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et vous restez avec nous, Tetiana, parce qu'on va regarder ensemble, carte à l'appui, ce que vous nous disiez sur la réalité du front. Vladimir Poutine, ses hommes sur le terrain avancent plus vite ces dernières semaines qu'en 1 an et demi. On va regarder ça avec vous, général Delors. Ça, c'était les avancées russes en Ukraine au mois de juillet. On voit les avancées russes dans le Donbass représentées en rouge. Des avancées qui sont assez minimes. Quand on se projette au mois d'octobre, c'est-à-dire encore il y a quelques jours, regardez la seconde carte, on voit qu'il y a eu une progression autour notamment au nord de Marinka, autour de Vuhledar, ville assez importante, Pokrovsk se retrouve toujours menacé. Quelle est la prochaine étape, général Delors? Alors effectivement, sur cette carte, on voit la zone principale d'activité des troupes russes depuis quelques mois, sachant que la partie sud, le front sud, et du côté de Kherson, tout ça est relativement stable, pratiquement pas bougé. Qu'au nord, il y a quand même un élément intéressant à l'ouest de Bakhmut, puisqu'il y a un village qui est clé, qui est actuellement presque encerclé, du côté de Chassiyar, qui est un élément important. C'est un des 3 éléments importants. Les 2 autres, c'est effectivement la grande poussée qui a lieu depuis maintenant 3 mois, depuis Advivka en direction de Pokrovsk. Et puis, la plus récente, qui part complètement dans la partie la plus sud de ce front, c'est la région de Vuhledar, où les Russes font une poussée marquée et finalement assez substantielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, l'impression, je pense, je ne suis pas le général russe, mais c'est qu'il essaie de repousser assez lentement les troupes ukrainiennes qui sont rentrées en Russie, en ne prenant pas trop de force dans son dispositif principal qui est en Ukraine, et on va le voir avec l'appui maintenant des Nord-Coréens qui arrivent. Et par contre, il a décidé de faire effort principalement dans l'oblast de Donetsk. Dans l'oblast de Donetsk, la ville de Donetsk est ici,
Et pour pouvoir, c'est un oblast qui fait partie de la soi-disant zone russe. Annexée mais par la Russie. les Russes ne possèdent qu'un peu plus de la moitié du territoire. Et donc, ils ont décidé de pousser pour essayer d'arriver à avoir la totalité de l'oblast. Ça, c'est toute cette zone-là. Et cette zone-là, qu'est-ce qui se passe pour le général ukrainien? J'essaie aussi de me mettre dans sa peau. Il a changé, il n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Quel est son problème? Son problème, il a un problème de ressources en équipement et un problème en ressources humaines. Et il a changé un peu la tactique de son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas se battre jusqu'au bout dans certains villages, comme ça a pu être, ou dans certaines villes, comme ça a pu être fait par Bakhmout, par son prédécesseur, mais de freiner le plus dur possible et donc concéder un peu de terrain pour éviter d'être brisé. Quand vous avez moins de force, vous êtes, soit vous restez sur place et vous risquez d'y rester complètement et d'ouvrir une brèche importante, soit vous reculez le plus lentement possible. C'est ce qu'ils semblent décider à faire. C'est pour ça qu'on voit les troupes ukrainiennes qui se replient dans le sud et un peu aussi dans le secteur de Pokros et de Selidové, donc de manière quand même assez notable en ce moment en particulier, mais vraisemblablement parce qu'il n'a pas les capacités. Alors il faut savoir quand même que, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, qui sont du terrain et qui récents, c'est qu'il y a toujours une supériorité russe dans le domaine de l'artillerie, qui est de 1,5 à 1, suivant un expert qui revient de Kiev, donc qui est notable, et elle n'est pas écrasante, mais elle est notable. Par contre, quand vous avez, pour le général ukrainien, moins d'unités pour défendre une ligne de front si longue, vous avez forcément des secteurs plus faibles. Et ce qu'on peut remarquer, ce que font les Russes depuis déjà plusieurs mois, c'est qu'ils identifient les secteurs plus faiblement tenus, et ils rentrent dans ces secteurs-là et ils créent ainsi des sortes de ciseaux pour ensuite faire tomber des poches complètes. C'est ce qui s'est passé dans ce secteur-là, on le voit qui est tout à fait récent, où les Russes ont progressé sur ces deux flancs et ont amené les troupes ukrainiennes qui étaient là à se retirer, sinon elles étaient ou détruites ou faites prisonnières. Donc on voit bien que l'armée ukrainienne recule le plus lentement possible, mais recule. Et l'armée russe, qui n'est quand même pas n'exerce pas une supériorité quand même totale, parce qu'elle a des pertes supérieures à celles des Ukrainiens, je n'en doute pas. C'est généralement le cas des gens qui passent à l'offensive. Peut-être pas dans les proportions qu'on en a dites, c'est pour ça qu'il faut se méfier souvent des chiffres qui sont annoncés, mais ils progressent. Plus notablement au mois d'octobre. Le mois d'octobre est le mois où ils ont progressé le plus. Alors, il faut quand même... On peut regarder les deux cartes en comparaison. Il faut quand même, il faut rester raisonnable. C'est-à-dire qu'ils ont progressé depuis 500 km², ce qui est beaucoup, mais ce qui est quand même peu par rapport à la profondeur stratégique de l'Ukraine, qui n'est pas le Luxembourg. L'Ukraine est quand même plus grand pays que la France, c'est plus important. Donc, il y a de l'espace. Évidemment, au plan politique, ça a une résonance, surtout en ce moment. Ceux qui ont l'initiative, ce sont les troupes russes, avec des soutiens extérieurs, donc de la partie politique. Les Nord-Coréens vient de manière conforter la position des Russes. Et inversement, les Ukrainiens sont dans un état où ils essaient maintenant de voir compter leurs véritables amis. Vous savez, les véritables amis, c'est ceux qui tiennent leurs promesses. C'est ceux qui promettent des équipements et qui les livrent. Donc ça, ils les comptent. Et puis également, lorsqu'on donne quelque chose, généralement, c'est à soi. Mais là, on voit qu'il y a toute une série de restrictions d'emploi qu'essaie de faire lever le président Zelensky. Oui, parce que pour l'instant, les Américains ont livré seulement 10% des armes promises à l'Ukraine. Et Kadi, vous nous avez rejoint pour nous parler de ce renfort nord-coréen, parce que on sait que la Corée du Nord a plus d'1 million de soldats potentiels, parce que tout le monde fait le service militaire en Corée du Nord. Il y a des soldats d'élite, il y a des soldats qui sont moins bien formés. Qui sont ces hommes que Kim Jong-un envoie en Russie? Alors dans ce contingent, Marie-Aline, on compte une troupe d'élite particulièrement. On va s'intéresser à eux. C'est l'une des mieux entraînées du pays. On les appelle les Storm Corps. Les Storm Corps, ils sont aussi très bien connus sous le nom de 11e corps d'élite. Alors jusqu'ici, cette unité d'élite, elle s'entraînait à un
infiltrer surtout bien la Corée du Sud. Ils sont connus pour opérer, regardez, on a parlé de 10 000 soldats donc, nord-coréens envoyés donc, en Russie. Ces Storm Corps, ils sont connus pour opérer en escadron de reconnaissance avec des tireurs d'élite, des commandos également. Ils sont notamment formés aux enlèvements, aux attaques surprises, comme vous le voyez. Bien entraînée, l'envoi de cette unité d'élite, elle implique aussi d'autres personnels. Selon les experts, l'envoi de cette unité nécessite d'autres personnels comme les unités d'ingénierie, la logistique par exemple. Vous voyez, tous les personnels qui viennent aider pour le soutien des munitions, le transport, la nourriture et la communication évidemment sur place. Est-ce que l'on a des informations sur les critères de recrutement? Alors, comme on parle de la Corée du Nord, comme d'habitude, ça reste assez mystérieux. Malgré tout, en cherchant bien, en recoupant certaines informations, Marie-Aline, on arrive à avoir certaines informations. On apprend par exemple que c'est une opportunité pour les soldats nord-coréens que ces missions en Russie. Premier élément, la Russie se serait engagée à verser à chaque soldat nord-coréen environ $2000 par mois. Une somme qui est sans commune mesure, évidemment, avec les normes nord-coréennes. Et même si une partie de leur indemnité, on ne va pas s'en cacher, irait dans les poches de Pyongyang, c'est quand même suffisant pour inciter ces jeunes soldats à se porter volontaires pour des missions risquées en Russie. Mais cet engagement, il n'est pas sans risque, justement. C'est ce que souligne aussi le Washington Post. Un évadé nord-coréen explique que, bien qu'ils soient parmi les troupes les mieux entraînées, ces soldats, ils sont susceptibles d'avoir quand même des difficultés à s'adapter à ce qu'on appelle la guerre moderne. Autrement dit, ces soldats, en fait, n'auraient pas d'expérience des technologies de pointe. Ce même évadé de l'armée nord-coréenne qui explique que pour la majorité, leur déploiement en Russie sera leur première rencontre avec la guerre et avec le monde extérieur, leur première véritable bataille. Alors la Corée du Nord, il faut savoir, si on se remet un petit peu nos cours d'histoire, qu'elle n'a pas livré de grandes batailles depuis la fin de la guerre de Corée, en 1953, Marie-Aline. Donc les soldats sont jeunes, certes, mais ils n'ont pas l'expérience du terrain étranger. Et ça, c'est quand même pas rien. Et ce qui est intéressant, comme le soulignent certains spécialistes dans cet article du Washington Post, c'est que Kim Jong-un, il prend quand même un risque. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de perte importante, il peut obtenir ce qu'il veut de Vladimir Poutine. On parle évidemment du nucléaire, on ne va pas se le cacher. Mais si jamais il y a des pertes massives, ce qui pourrait se produire, c'est que ça pourrait se retourner contre lui. Et ça veut dire que ces soldats pourraient tout simplement se rendre aux forces ukrainiennes et à demander en fait d'être réinstallés en Corée du Sud. Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Kadi. Je rebondis avec vous, Tetiana, qui est en direct de Kharkiv. Est-ce que vous craignez les soldats nord-coréens ? En fait, il est très difficile de commenter cette présence de soldats nord-coréens parce qu'on ne les a jamais vus, donc c'est à venir. Mais pour l'instant, le chiffre communiqué, vous avez dit 10 000, on a entendu 8 000, 10 000, c'est pas un chiffre qui est vraiment supérieur par rapport à quoi l'armée ukrainienne fait face tous les jours. C'est surtout justement en fait voilà le fait que Poutine est toujours capable de renforcer ses troupes. Ça, c'est aussi le signe, un symptôme d'un certain malaise, d'un certain déficit, parce que si tout allait bien de côté russe, il n'aurait peut-être pas été dans la besoin d'appeler les Nord-Coréens pour faire face aux Ukrainiens, même dans la région de Kursk, dans les frontières. Mais on sait que à cela et que la Corée du Sud elle promet aussi d'envoyer un certain nombre de spécialistes pour aider les troupes ukrainiennes sur le terrain. Merci beaucoup, Tetiana Ogarkova, journaliste ukrainienne, responsable du département international de l'Ukraine Crisis Center, d'avoir été avec nous en direct de Kharkiv. On rappelle Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, régulièrement bombardée. Merci beaucoup, Tetiana.